Monsieur le commissaire, on a reçu hier hier après-midi, hier soir, là, une série de documents qui seront déposés vraisemblablement aujourd'hui ou demain. Et on a constaté qu'un de ces documents contenait une opinion juridique qui était rapportée dans un procès-verbal. On a déjà été informé, là, la commission, qu'on collaborait pleinement à ces travaux. S'il y a une opinion juridique, puis est-ce qu'il y a moyen de caviarder? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça? Voici ce que je vous suggère aujourd'hui à l'égard de ce document-là. On va être vigilant parce qu'on a transmis, comme vous le savez, là, près de 10 000 pages de documents. Bien, c'est ce que j'allais vous dire ce matin également. Là. Ça se peut que je ne les connaisse pas tous. C'est pas un reproche. Le classement, j'en ai déjà vu des meilleurs. Ouais. Alors, je referme la parenthèse. D'accord. Alors, je vous laisse vous signaler que lorsqu'on a transmis les documents, on a émis une réserve à l'effet qu'on n'avait peut-être pas localisé l'ensemble des opinions juridiques pour lesquelles un secret professionnel pouvait être invoqué et que c'est sous cette réserve-là qu'on transmettait les documents à la commission. Dans le document en particulier qui nous a été transmis hier, il y a un procès-verbal qui contient une opinion juridique rapportée par le procès-verbal. On n'a pas l'intention de demander le caviardage du document. On comprend de toute façon que l'objectif ici, c'est de démontrer que le conseil d'administration avait obtenu une opinion juridique. On comprend également que la commission n'est pas liée par l'opinion juridique émise. Et on pense que la cible est atteinte là, par la présence de cette référence-là. Donc, on ne soulèvera pas le secret professionnel à cet égard. Cependant, je veux simplement signaler que l'acceptation de la Société d'assurance auto à l'égard de la production de ce document ne constitue pas une renonciation générale au secret professionnel pour le reste de l'audience. Parfait. Je vous remercie. Parfait. Ça va? Alors, Monsieur le commissaire, nous voudrions faire entendre comme prochain témoin Monsieur François Geoffrion. Monsieur Geoffrion. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. François Geoffrion, retraité. Merci, votre témoin. Merci. Bonjour, Monsieur Geoffrion. Je vais vous poser des questions. Je vous remercie à l'avance d'y répondre au meilleur de votre connaissance. J'aimerais, dans un premier temps, que vous nous expliquiez, à la commission là, votre parcours professionnel. Le mien? Le vôtre, évidemment. Ça intéresse à vous. J'ai plus 20 ans, fait que c'est long. Mais, études en économique, jeune professionnel au ministère des Finances, mais aussi dans des firmes informatiques. Un peu plus tard, cadre au Conseil du Trésor, sous-ministre Énergie et Ressources, 5 ans en 2. Est-ce que c'est possible? Je sais qu'on fait appel à votre mémoire et si vous avez un parcours professionnel qui peut dater de certains temps, êtes-vous capable de nous cibler dans les périodes autour d'eux approximativement? OK. Oui, on va le faire à reculons dans ce cas-là, c'est plus facile. J'ai quitté la Caisse de dépôt et placement en 2003, fin 2003. Je m'y suis joint début 2000 à peu près, comme premier vice-président, je ne sais pas trop, ou vice-président, je ne me souviens plus, là, développement de l'entreprise ou stratégie d'entreprise. Avant ça, j'ai été au groupe LGS, je dirais 3 ans, ça faisait 97 à 2000. Là aussi, c'était dans le même genre de fonction, développement corporatif, M&A, merger and acquisition, excusez. Là. Et puis, on a acheté les entreprises, c'est fait un plan, puis finalement, on a vendu IBM. Avant ça, j'ai été secrétaire du Trésor à peu près 1 an et demi, ça veut dire qu'on est en 15-16 environ. Si ma mémoire est bonne, il y a eu un référendum dans ce temps-là, juste avant. Je me souviens pas quelle année. Mais l'année... Juste après le référendum, là, je me suis ramassé au Trésor. OK.
Alors, je vous suis en 95. Bon, ben, 95. Et puis, pendant l'année du référendum, tu sais, qui a mené j'étais secrétaire relations fédérales, provinciales ou relations gouvernementales, quelque chose comme. En tout cas, j'étais le gars qui parlait à Ottawa. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui se parlait à cette époque-là, si vous vous souvenez bien. Fait que, avant ça, j'étais aux ressources naturelles. Vous avez occupé quelle fonction? Comme sous-ministre, 2 ans environ. Puis après ça, j'ai... Avant ça, parce qu'on y va en reculons. Alors avant ça? Ah, ben là, attendez un peu. J'ai fait le Trésor. Avant ça, j'ai fait... relations intergouvernementales. Avant ça, j'ai fait ressources naturelles. 5 ans avec une interruption dans le milieu d'1 an comme secrétaire d'une commission de l'Assemblée nationale sur l'avenir du Québec. Avec un gros rapport et tout ça. Et puis donc, un autre 2 ans et demi à peu près comme sous-ministre Énergie et Ressources avant cette commission-là. Avant ça, là, on est rendu des années 90. Ça se peut-tu? Vous avez le papier, moi je ne l'ai pas, mais ça doit être à peu près ça. Là. Ben, si je vous suggérais que, parce que j'ai votre CV qui était au secrétariat des emplois supérieurs, là, alors si je vous suggérais que, pour faire peut-être une petite récapitulation pour bien comprendre, vous avez été au ministère des Finances de 75 à 79. La fiscalité, oui. Où vous auriez été analyste en fiscalité et directeur des politiques de taxation par intérim, c'est exact? Oui. Par la suite, de 80 à 82, vous avez été analyste conseil, responsable des services professionnels pour la compagnie ACSI, c'est exact? Ensuite, de 87 à 94, vous avez été au ministère de l'Énergie et des Ressources. Vous avez occupé différents postes, dont sous-ministre adjoint, associé et sous-ministre. Ensuite, de 1979 à... En fait, vous avez par la suite quitté pour vous en aller au secrétariat du Conseil du Trésor. De 95 à 96. Et par la suite, vous êtes allé au ministère du Conseil exécutif. Oui, un petit bout de rien. Un petit bout. Je suis parti. Chez LGS. Oui. De 97 à 2000, pour ensuite terminer votre carrière à la Caisse de dépôt comme premier vice-président au développement stratégique. C'est ça. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Alors voilà. Merci. J'aimerais peut-être qu'on s'arrête quelques instants sur votre passage chez LGS. Vous avez été là 3 ans. Vous occupiez quelle fonction? Est-ce que vous vous en rappeliez? Stratégie de développement de l'entreprise. LGS devait se positionner, disons, dans le marché. Il fallait qu'elle était rendue à un point où il fallait qu'elle choisisse ce qu'elle voulait être comme compagnie. CGI, pour ne pas les nommer, avait développé une alliance dans le marché avec Bell, il me semble, à l'occasion, mais ça lui avait donné une bonne assise d'affaires. LGS devait décider si essayer de faire comme CGI, pour trouver un partenaire financier important pour son expansion, ou si elle ne réussissait pas, elle vendait. Les actionnaires voulaient vendre. C'était un ou l'autre. Ils réussissaient à faire le pas vers la Ligue majeure, au fond, où ils vendaient. Puis moi, c'était d'habiller la mariée. Il fallait que je l'habille pour l'aider à faire le pas, ou sinon pour la vendre. On a essayé de la développer. On a essayé de trouver des partenaires, on a acheté des différentes entreprises en Europe, au Canada, pour compléter notre offre de services, parce qu'il y avait comme une stratégie, là. Et finalement, le grand partenaire financier avec lequel on voulait s'associer, ça n'a pas marché. Et on a vendu à IBM. 2000 à peu près, là. On était dans le bug de l'an 2000. Ce serait le moment de votre départ de LGS. Oui, oui. Moi, j'ai vendu. On m'a demandé de rester quelques mois pour la transition. Puis après ça, je suis parti là. Et durant votre passage chez LGS, est-ce que vous possédiez des actions de la compagnie? Bien sûr. Oui. Comme tout le monde.
Et est-ce que vous en possédiez toujours à votre départ? Non, ça a tout été vendu à IBM complètement. Quand vous avez vendu à IBM, vos actions Oui. ont également Je pense qu'ils ont vendu. fait une privatisation de l'entreprise. Je pense que si ma mémoire est bonne, là, ils ont tout resté les actions en circulation. Pour moi, LGS, je pense que c'est une compagnie détenue 100% par IBM. C'est pas une compagnie publique, je pense. Et puis, tout ce qui en reste aujourd'hui, à ma connaissance, c'est un petit bureau à Québec, ou un bureau à Québec. À une époque, il y en avait une dizaine dans le Canada, puis tout ça, mais les autres ont tout été intégrés. Et le caractère un peu francophone, puis tout ça, l'a fait que Québec est resté vivante. Pouvez-vous nous expliquer maintenant de quelle façon vous êtes arrivé au conseil d'administration de la SAC? Ben, comme ça arrive tout le temps, quelqu'un t'appelle. C'est qui vous appelle? C'est Guy Morneau qui m'a appelé. Il m'a demandé si je voulais venir. J'étais pas très... Ça me tentait pas de retoucher les affaires du gouvernement. Disons, j'étais rendu dans ma vie une place où je voulais plus toucher au gouvernement. On se situe à quelle période à ce moment-là? Hein? On se situe à quelle période au moment où M. L'année où je suis Morneau... rentré, là, je sais pas, 2014 à peu près, que je suis arrivé là, 2013, je me souviens pas. Vous avez sûrement la date, là. Mais en 2013. Ah. Fait que, on est en 2013, j'étais à ma retraite, bien tranquille dans mon petit coin, puis il m'a appelé. On se connaissait de longue date par le travail. Vous connaissez votre passage au gouvernement dans différents ministères? On s'est croisés quand j'étais au Conseil du Trésor la première fois comme analyste. Lui, il travaillait aussi comme analyste là, du côté des ressources humaines. Moi, je travaillais surtout du côté des programmes de santé, surtout. On s'est recroisés plusieurs années plus tard, quand j'étais sous-ministre à l'Énergie et des Ressources. Je me cherchais quelqu'un pour s'occuper du secteur des terres publiques. Et lui était président d'un petit organisme dont j'ai oublié le nom. C'est peut-être... petit organisme, pas si sûr que ça. La Caroche ou la Régie gérante. Je pense qu'il était à la Cara à l'époque. En tout cas, j'ai fait une offre de venir comme sous-ministre associé. Il a dit oui, il est venu. Fait qu'on a travaillé quelques années ensemble, là. Fait qu'on se connaît bien. C'est en 2013 qu'il communique avec vous pour un peu... Il m'explique qu'il y a un gros projet, que ça met tout le monde nerveux, puis qu'il aimerait ça, quelqu'un qui en a vu d'autres, s'asseoir avec eux autres, puis suivre ça. En gros, c'était ça. Mais parce que c'était un ami, puis j'ai dit oui. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez une expérience dans les règles de gouvernance et est-ce que vous avez des expériences dans le domaine? Ben, tu sais, comme sous-ministre puis comme secrétaire du Conseil du Trésor, tu es comme obligé de comprendre comment ça marche. Hein? C'est toi qui écris les règles. Et puis, quand vous arrivez, est-ce qu'on vous donne une formation? Vous arrivez au CA de la SAC? Il y a eu, en tout cas, il y a eu quelque chose. Là. Il y a eu de l'éducation qui a été faite. Je me souviens qu'on m'a enseigné la société, au fond, là, qu'on va expliquer comment ça marchait, tout ça. Tout. Il y a eu quelque chose. Là. Tu as un petit kit de départ, là, le guide du parfait administrateur. Oui. Avec... Mais bien fait, là, avec du monde. Puis tu n'es pas tout seul avec un livre. Là, il y a quelqu'un qui... Puis ils te font visiter un peu pour que tu comprennes. Fait que, oui, il y a eu quelque chose, là, pour que je comprenne un peu la bête. Là. Mais tu apprends sur le tas, là, les premiers conseils. Là. Est-ce que vous diriez que la formation qui vous est donnée à votre arrivée sur le CA est davantage sur le fonctionnement de la SAC et qu'est-ce qu'est cette bête-là que sur le rôle d'un administrateur sur un conseil d'administration? Ah oui, c'était plus sur la bête. Là. Je comprends un petit peu le rôle d'un conseil d'administration pour avoir donné des formations moi-même. Vous avez donné des formations? À certaines sociétés d'État. À quel moment? Avant 2013, ça c'est sûr. Quand j'étais à la retraite, l'ENAP m'avait demandé pour les aider. Là, je ne me souviens plus. Ils avaient un programme, en tout cas, ils faisaient le tour de tous les organismes pour donner une formation de base. Ils avaient leur kit, puis ils voulaient des gens d'expérience capables de répondre aux questions aussi. Hein.
Puis avant votre passage à la SAAC sur le conseil d'administration, est-ce que vous aviez déjà siégé sur d'autres conseils d'administration? Hydro-Québec, Hydro-Québec? entre autres. À quel moment? Quand j'étais sous-ministre, là, aux ressources naturelles, à l'époque, Énergie était là-dedans, Hydro. Fait que d'office, le sous-ministre est sur le conseil Hydro. Il est un conseil assez sophistiqué, là. Et vous avez siégé sur le CA d'Hydro-Québec pendant combien de temps? J'ai été sous-ministre 4-5 ans. Fait que j'ai dû faire un 4-5 ans, ce conseil-là. Là. Et là, si vous dites que vous étiez au ministère des Ressources, de l'Énergie et des Ressources, vous nous retrouvez autour des années fin 80-90. C'est plus 90 et... 90, c'est plus? Oui. 94? C'est plus 89. 89 à 94? Quelque chose comme, là. Parfait. Je vais revenir maintenant à votre arrivée sur le CA de la SAAC. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi votre type de personnalité sur un CA? Êtes-vous plus interventionniste? Êtes-vous plus passif? Oui. Faut vraiment. Oui. Vous de l'eau, oui. Non, il y en a. Non. Ben, j'ai l'habitude de dire assez carrément ce que je pense. Fait que je suis pas très complaisant. J'aime pas ça. Rendu à mon âge, là, on tourne pas autour du pot, on appelle un chat, puis on dit ce qu'on a à dire. Puis si vous n'êtes pas content, mettez-moi dehors. T'sais. Un peu comme ça. J'essaye d'être gentil, là, dans la manière, mais peut-être que des fois, je ne réussis pas tout le temps. Par contre, j'essaie, comment je peux dire, mon rôle comme membre de conseil, j'ai toujours eu ça comme, il y a le rôle de contrôle, là, de conformité, ça va, là, ça c'est standard. Moi, j'essaie plus d'être dans le challenge and support. Je vais challenger tout le temps, quand ils viennent avec des propositions, pour être sûr qu'ils sont sur du solide. Mais une fois que je suis d'accord avec eux autres, je vais les supporter jusqu'à la fin. C'est à peu près ça. J'ai retenu, quand vous avez indiqué que c'est M. Morneau qui est venu vous chercher pour participer au CA de la SAAC, qu'il est venu vous chercher parce qu'il il y avait un gros projet où il se passait des grosses affaires. Il y avait besoin de quelqu'un qui était habitué de gérer ça. Oui, puis tu ne seras pas désarçonné par ça. Là. Exactement. Alors, pouvez-vous nous indiquer un peu c'est quoi les compétences qu'il recherchait chez vous particulièrement pour qu'il vous chercher? J'avais passé l'âge de la candeur en termes de gestion gouvernementale. J'en ai vu beaucoup. En politique, en dessous de la politique, à côté de la politique, dans la machine, de la réglementation, j'en ai vu beaucoup. Donc, je sais comment les décisions se prennent au Conseil du Trésor, au Conseil exécutif, dans les ministères. Je connais un peu leur réseau de contraintes, comment ils raisonnent. Ce qui peut être utile à l'occasion quand tu as besoin du gouvernement. Puis tu es une société d'État, d'être capable de bien comprendre comment l'autre, ton vis-à-vis fonctionne. J'avais ça. J'ai dû prendre beaucoup de décisions, pas toujours faciles, mais avec beaucoup d'impact. Je pense qu'ils espéraient que je les aiderais de ce point de vue-là, à pas trop être impressionné par les chiffres, tu sais, là, être capable de rester la tête froide, puis en tout cas. Puis, moi, je pourrais dire, je comprends vite. C'est ça. Et c'était quoi le gros projet auquel il référait? Bien, c'était CASA, là. C'était le programme CASA. L'objet de votre attention. Alors, c'était CASA. Oui. Fait que dans le fond, c'était vraiment la raison qu'on est allé vous chercher, c'était parce qu'on débutait CASA ou on réfléchissait à CASA au moment de votre arrivée. Que j'apporte mon expérience à ça, là.
Au moment où vous arrivez en J'ai 2013, compris votre expérience au niveau de la machine gouvernementale. Les deux. Les deux. Aussi dans le privé. Là. Parce que vous avez travaillé chez LGS, donc Ouais. les ressources informatiques, c'est quelque chose que vous connaissez. Oui, puis dans le gouvernement, j'ai eu à autoriser des projets informatiques importants à les défendre. allez-y sur votre expérience en Oui, matière c'est ça. peut-être technologique ou en matière de TI, là, si vous me permettez. Alors, déclinez-nous vos compétences à cet égard-là. Les TI, je suis rentré là-dedans quand il n'y avait pas de cours. Ça n'existait pas, les cours universitaires en TI. Mais j'étais étudiant en sciences à Laval. Et puis, il y avait... IBM venait de donner un ordinateur à l'Université Laval avec une pile de vouchers là, qui donnait le droit d'aller suivre des cours. Moi, je me suis présenté au centre de traitement au début d'un été. Puis j'ai fait la pile. J'ai dit, c'est pour qui? On dit, c'est pour ceux qui veulent. Fait que j'ai pris une série de vouchers. Je suis allé chez IBM tout l'été étudier. J'ai commencé comme ça. Puis je l'ai utilisé après ça dans mes propres cours. Puis finalement, après l'université, ils m'ont engagé aux finances parce que je connaissais l'informatique et l'économique. J'étais capable de bâtir des simulations fiscales de qu'est-ce qui arrive si tu fais tel changement dans la loi, comment ça va se répercuter. Fait que j'ai été un utilisateur là. Plus tard, je suis allé chez ACSI, là, la petite compagnie. Là, j'étais vraiment dans la gestion de projet puis gestion de la clientèle. C'était des projets des clients là, c'était du commercial. C'est la comptabilité, gestion des recevables, gestion des payables. La base. Après ça, je me suis ramassé avec, quand j'étais au Conseil du Trésor comme cadre, on a rénové tout le Trésor, là, on a changé le système, tout ça, c'est moi qui ai piloté ça. Aux ressources naturelles, j'étais là à la direction quand on a donné le premier contrat clé en main du gouvernement en géomatique pour rénover le cadastre. Ça avait été toute une patente, là. Ça avait bien mal été au début, puis finalement, nous, on a repris ça, on a fait un nouveau projet. Fait que c'est ça, là. Après ça, chez LGS, aussi, il y a eu d'autres petits projets à travers ça, là, mais chez LGS, parmi mes fonctions, on me demandait de faire une révision du risque sur les projets de proposition. Donc, si une succursale voulait bider sur un appel d'offres avec une proposition déterminée, là, il envoyait ça au head office, puis je la regardais pour essayer de voir où sont nos risques, puis ça fait-tu du sens, là? On a-tu une chance, ça marche, là? Fait que je faisais ça chez LGS aussi. Donc, c'est avec ce bagage-là que vous arrivez au CA de la SAC à l'aube du projet CASA. Oui. Puis j'ai pas la science infuse. Quand vous arrivez, je vais nous ramener à votre arrivée en 2013. Est-ce que vous vous rappelez, il y avait à peu près combien de personnes membres sur le CA? Une douzaine, peut-être, là. Avez-vous une question, monsieur le commissaire? Je vous vois... Non, Non? ça va. OK, ça va. Et est-ce que vous vous rappelez, à votre arrivée, là, je comprends que je fais appel à votre mémoire, là, ça fait 12 ans, là, est-ce que vous vous rappelez à peu près qui était présent au moment où vous arrivez en 2013? Vous vous rappelez pas? Monsieur Morneau, assurément? Ah oui. Il est là. Regardez ça. Nathalie était là. Alain Albert, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Yvan Bordelot, je m'en souviens. Qu'est-ce que vous avez sur votre écran? Parce que moi, je n'ai pas la même chose. Ils sont présents. J'ai adopté jeudi 24 avril 2014. Ah, vous avez un... Le PV était resté là, mais pas grave. Ouais. Ça va Oui, vous allez-y. J'essaie de voir si j'y reconnais. Servez-vous-en, Ah, ça oui. va être... Je me souviens bien d'Anne-Marie Croteau, des hôtels, Le Sage, Conrad, oui, qui était là longtemps. Et Hélène Racine, je me souviens, mais... Les gens qu'on a vus sur le PV de 2014, ça va là, une fois par mois, 2 heures. Là. Je juste demander à Mme la greffière adjointe, justement, quand on a terminé les pièces, de les enlever Là, tant mieux, parce que je vous l'aurais suggéré, là, de rafraîchir la mémoire, mais on va enlever ça. Parfait. Durant la période où vous avez été sur le CA vous-même, M. Geoffrion, est-ce que vous-même avez recommandé des gens sur le CA
comme M. Morneau l'avait fait pour vous? Non, je pense pas. En tout cas, pas d'une façon sentie, sûrement pas. Peut-être que quelqu'un m'a déjà posé la question, connais-tu quelqu'un, là, mais Parfait. je m'en souviens pas si c'est arrivé. J'aimerais maintenant qu'on arrive plus particulièrement à votre rôle là, au sein du CA. Pouvez-vous nous expliquer un peu son fonctionnement? Comment ça fonctionne là, au CA? Là? Ben, pas mal comme tous les gros CA. Là. Le- le- les dossiers passent par des comités, parce qu'au CA lui-même n'aurait pas le temps de tout regarder ça d'une façon assez approfondie. Ça serait trop superficiel. Fait que pour être capable d'approfondir les dossiers, tu les fais passer par des comités. Tu t'organises pour qu'il y en ait assez pour que tous les dossiers trouvent leur comité, là, bien sûr. Puis c'est les comités qui s'assurent qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont devant eux, puis que ça fait du sens. Puis qu'après, quand ça arrive au conseil, généralement, le comité va dire ce qu'il pense. S'il trouve que c'est une bonne idée, il va le dire, mais s'il trouve que ce n'est pas une bonne idée, il va le dire aussi. Puis les comités sont constitués de qui? Des membres du conseil, plus un dirigeant de l'entreprise. Là. La plupart du temps, c'est la PDG, là, mais ça peut être un vice-président à l'occasion qui remplace. Puis c'est pas mal ça. Je vais revenir au comité. Je vais revenir plus sur le CA en lui-même, là, vos rencontres au CA. C'est quoi la fréquence de vos rencontres? Je vous dirais que c'était rendu presque au mois. Là. Une douzaine par année? Oui. Si c'est pas plus. Et dans les périodes les plus difficiles de CASA, là, on en a eu beaucoup. Puis on va y arriver aux périodes plus difficiles auxquelles vous référez. Les rencontres, ça a duré à peu près combien de temps? Demi-journée, là. Puis, est-ce qu'avant les rencontres du CA, il y avait un ordre du jour qui vous était transmis, des documents? Oh oui, la poutine standard, l'ordre du jour, les documents, c'était tout électronique. En tout cas, moi, Même en 2013? Avec la tablette, là, puis... Fait que c'était pas mal... Ça a peut-être été papier au début, là, mais sûrement pas longtemps, parce que... Moi, je suis surtout d'avoir été sur une tablette, là. C'est ça pour mourir. Puis est-ce que vous vous rappelez s'il y avait la documentation qu'on vous transmettait avant les CA était volumineuse? Est-ce que c'était... Oui, mais tu peux pas faire autrement. C'est pas pour rien que tu es nombreux autour de la table. Les gens développent leur champ d'expertise, en tout cas, ou d'intérêt. Et ce qui fait que tu creuses, comme membre, tu peux pas creuser tous les dossiers. Tu peux pas. C'est physiquement impossible. Fait que, oui, c'est volumineux, mais tu creuses pas tous les dossiers. Fait que finalement, c'est raisonnable. Puis chaque dossier, il y a des membres qui l'ont creusé. Fait que ça, pour moi, c'était correct. C'était pas, je vais vous dire que pas mal moins volumineux qu'Hydro-Québec. Si ça peut aider. À l'époque, en tout cas. Et durant votre séjour, parce que vous allez être sur le CA à partir de 2013, est-ce que vous vous rappelez du moment de vous avez quitté le CA? Oui, fin 2022, je pense. Ça fait du Décembre sens? 2022, quelque chose comme. Ça se peut-tu? Ça se peut. Est-ce que vous vous rappelez pendant la période où vous avez été sur le CA, qui a occupé la présidence là, au fil des années? Est-ce que vous vous en rappelez? On va savoir. Morneau, quand je suis arrivé, il me semble qu'il y a eu une Mme Telford après. Mme Telfer. Puis, Sioui. M. Sioui. M. Sioui. Puis, moi, je suis parti là, je pense. Vous êtes parti quand M. Sioui était président. Oui. Et quand vous êtes parti, c'est quoi la raison de votre départ? Oui, j'avais fait 8 ans, c'est assez. Non, mais à un moment donné, il faut que tu laisses la place aux autres, là, aux plus jeunes. Puis c'est ça, là. C'était votre décision de terminer votre mandat? C'est parce qu'après 4 ans, j'avais dit à Guy à l'origine que j'y allais pour 4 ans. Puis que c'était ça le contrat. Il n'était plus là.
Ils m'ont demandé de rester un autre 4 ans. J'ai dit oui. Et puis, mais là, c'était fini. Là. J'ai dit à M. Sioui, regarde, moi, là, j'arrête ça là. Fait que, ils m'ont demandé, comme le prince nomme juste quand il veut les remplaçants, là, je suis resté quelques mois de plus là, jusqu'à temps que l'exécutif nomme quelqu'un, là, en attendant. Là. Et le prince étant? Hein? Le prince étant? Le gouvernement. Je vais revenir maintenant sur les comités à lesquels qu'on a abordé là, brièvement. Là. Est-ce que vous rappelez le nombre de comités qui découlent du CA, en fait? 4 ou 5, là. Bon, technologie, vérif, ça va de soi. Il me semble qu'il y en avait un qui touchait clientèle et ressources humaines, quelque chose comme, là. Et puis, il y en avait un autre sur la gouvernance, performance. Je suis rendu à 4, ça doit être pas mal ça. Il y a eu des petits aménagements dans le temps, là. Changer un peu de nom, tout ça, mais ça devait être pas mal ça. Et qui identifie qui va participer aux différents comités? Président du conseil. Et comment on identifie les gens que telle personne sera sur tel comité? Ben, je ne sais pas, là, moi, c'est leur décision. Là. Mais y a-tu un appel? C'est-à-dire, y a-tu quelqu'un qui a de l'intérêt? On a tous fait partie Non. En tout cas, moi, dans mon cas, personne ne m'a vraiment parlé parce que quand ils m'ont engagé, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient. Fait que, ils m'ont envoyé sur le comité des technologies. Fait que moi, le restant, il n'y a pas que ça passé. OK, ouais. Vous, avez-vous participé à un de ces comités-là? Oui, j'étais sur celui des technologies. Puis, ils m'ont mis sur un autre vers la fin. Là. Vérif, ça se peut-tu? Vérification. RH? Ou RH. J'ai fait un petit bout sur un autre comité. Là. C'est vague. Là. Ça devait être plate. Ouais. Ça va être plate. Si je m'en souviens pas, peut-être que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et vous avez participé au comité TI pour quelle période? Est-ce que c'est durant toute la durée de votre mandat au CA? Oui. Donc pendant 9 ans. Et est-ce que ces comités-là, on identifie un président? Oui, il y en a eu quelques-uns et quelques-unes. Demandez-moi pas qui. Là. Je ne sais plus. Donc, il y a un président du CA et il y a un président pour chacun des comités, Oui. des sous-comités. Et vous, est-ce que vous avez occupé la présidence du comité TI? Par intérim, 2-3 mois, à un moment donné, c'est tout. Entre 2 nominations de. Ça va. Généralement, il y a combien de personnes sur ces comités-là? Mettons le comité TI, là, en principe. Du conseil même, tu sais, de membres du conseil, je dirais entre 3 et 5, là, ça dépend probablement. Du conseil, puis vous adjoignez. Il y a quelqu'un de l'organisation qui va faire le secrétariat de ça, là, puis il y a le PDG. Ou un de ses vice-présidents, dépendant des dossiers à l'étude. Et vous, comme vous étiez sur le comité TI, est-ce que le VP TI y participait? Ah oui, oui. Oui, excusez, je l'ai oublié, il est tellement évident. Dans votre cas, c'était. On va focusser évidemment davantage sur ce comité-là. Donc, vous dites que vous étiez environ 3 personnes du CA, 3-4 personnes du CA, plus le VP du sujet. Informatique, là, oui. Comme c'était TI. Et pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le rôle? On va peut-être s'attarder sur le comité TI, là. Alors, c'était quoi le rôle de ce comité-là? Bien, il y a une partie assez standard là, sur s'assurer de la bonne gestion par la conformité, suivre les dépenses, les plans d'investissement. Il y a tout un exercice de contrôle, entre guillemets, qui doit se faire, qui se fait en partie dans ce comité-là, puis en partie dans le comité de vérification. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, ils se sont mis à travailler ensemble. Là. Il y avait de l'overlap dans les préoccupations des 2 comités. L'autre chose, c'était de suivre le maudit projet. Comprendre c'était quoi le plan de l'entreprise, à un moment donné, comprendre son projet, en suivre la réalisation, puis les choix qu'il faisait.
Puis après ça, en suivre l'exécution en termes de dépenses, de contrats. Fait que tous les mois, on révisait tous les contrats qui se donnaient avec les coûts. Pourquoi? Poser des questions. On les avait toutes. Puis on suivait ce que j'appellerais le rythme de réalisation. Là. Est-ce qu'il réussissait à faire ce qu'il était supposé faire dans le plan? Ça, c'était le gros du travail était là. Puis pourquoi il ne réussissait pas? Puis qu'est-ce qu'il faisait pour essayer de réussir? Parce que la phase 2, là, ça a été une catastrophe. On va y arriver à la phase 2. Et on va revenir justement sur ce que vous faisiez au comité. À part vous, là, qui avez des connaissances en TI, là, que vous nous avez énumérées, est-ce qu'il y avait d'autres personnes, là, au fil du temps où vous avez été sur ce comité-là, qui étaient également, qui avaient un, je m'excuse, un background TI? Oui, il y avait une dame dont j'oublie le nom, là, qui était un ancien employé d'IBM. Pendant un autre bout de temps, il y avait une prof, si son nom est là, je me souviendrai de son nom, mais qui enseignait justement la gestion des TI et tout ça. Que vous référez à Mme Croteau? Oui, je pense que c'est ça. Anne-Marie Croteau? Oui, Anne-Marie. Puis, il y a peut-être eu d'autres. Là. Il y a eu des plus jeunes du privé qui avaient peut-être de l'expérience là-dedans que je ne savais pas. Là. Moi, Donc, les gens au sein du comité TI avaient quand même une certaine expérience dans le domaine pour être capables de comprendre et de discuter des différents enjeux. Oui, puis de challenger. Et puis, l'information qui était pré-mâchée ou qui était mâchée au comité TI, quelle était la reddition que vous faisiez au CA par la suite? OK. Normalement, c'était le président du comité qui expliquait à ses collègues ce qu'on avait fait dans notre dernière réunion. Pour la partie plus contrôle de conformité des transactions et tout ça, s'il n'y avait pas d'anicroche, si on trouvait que tout était conforme, ce bout-là allait assez vite. On voit que c'était vraiment le projet de développement qui prenait le plus de temps, qui demandait le plus de nuances aussi. Là, fait que, généralement, on expliquait les enjeux ou l'évolution au conseil. Des fois, ça demandait une décision, des fois pas. Ça dépendait un peu du contexte. Mais les membres du conseil étaient informés à chaque séance de comment allait le projet. Et je comprends également qu'au comité TI, il n'y a pas de décision qui se prend. Vous devez les amener au... La décision, c'est toujours... ça dépend. Non, les décisions qui relèvent du conseil au sens strict étaient prises au conseil. Donc, c'était on décidait de recommander ou pas au conseil. Le comité recommandait au conseil. C'est ça. Mais il y avait des décisions plus administratives de comment on voulait voir les choses. Comment on les veut, nos tableaux de suivi. Les instruments de suivi qu'on avait, ça, on décidait ça nous-mêmes avec les gens de l'entreprise, de la société. Outre ce que vous nous donnez comme exemple, avez-vous d'autres exemples à nous donner sur des décisions ou des demandes que le comité TI formulait? Ah, bien, il y en a eu beaucoup. Des exemples pour qu'on comprenne bien. Mon Dieu. Vous me parlez de tableaux de suivi, d'une forme particulière. As-tu d'autres exemples comme ça? Oui, bien, le suivi, c'était tout le suivi de réalisation. Au fond, la clé, c'est es-tu on budget, on time? La phase 2 ne l'a jamais été, sauf les 2-3 premiers mois. Fait c'est sûr que tous les tableaux qu'on voulait, là, sur lesquels on insistait, c'est des tableaux qui permettaient de suivre si on a-tu l'air d'un temps, des argents. Puis, pourquoi? Si on n'est pas dedans. Puis, à un moment donné, ben là, tu dis, je veux plus détailler parce que là, je commence à être plus nerveux, je veux en voir plus. Fait que on a eu plus de tableaux à un moment donné, là, pour essayer de les suivre. À votre demande, à la demande du comité. Ben oui. Il fallait qu'on comprenne pourquoi. Et au comité, à quelle information est-ce que vous aviez accès? Est-ce que vous avez accès à toutes les informations que la permanence obtient? Qu'est-ce qui vous est véhiculé comme information au comité? Ce qu'on veut. Jamais on s'est fait dire non.
Il n'y a pas de censure. Vous obtenez toute l'information dont vous avez besoin. Oui. Puis, on n'a jamais été, comment je pourrais dire, noyé non plus, là. Parce que s'il avait voulu nous enterrer avec de l'information, il aurait pu, là, tu sais. Un projet gros comme ça, là, je peux vous donner des caisses de papier si vous voulez. Mais ils ont été... non, on a eu beaucoup de transparence, mais une transparence pratique. Moi, j'ai pas eu de surprise, sauf une. C'est laquelle? Quand ils ont réévalué l'ensemble de l'effort que ça prenait pour finir le projet. Que vous parlez de la transaction? Bien, ils ont... la transaction... Non, je parle pas de transaction, je parle... Il y a un matin, là, les gens de la SAC, puis les gens du fournisseur ont convenu que ce que ça prendrait comme effort pour finir le projet, c'était pas pantoute ce qu'ils pensaient, que ça serait le double. Ça, situez-nous dans le temps, ça. Quand est-ce que ça se fait, ça? Quand est-ce qu'il y a eu ces discussions-là? Situez-nous dans le temps. Regardez, il y a eu une renégociation du contrat. 2020. Bien, c'est là. Parce que ça changeait tout, là. L'économie de la patente. Fait que, il fallait renégocier le contrat. Il ne marchait plus. On va y arriver. Fait que ça, oui, ça, c'était décevant. OK, donc, ce que vous nous amenez à ça en nous disant que c'est la seule fois où vous étiez jamais surpris, vous aviez toujours l'information au fur et à mesure, mais que là, c'est la première fois que vous aviez comme une surprise ou que vous ce qui m'a vous en attendre. surpris, c'est pas qu'on ait des dépassements. On le voyait qu'on était en retard. Donc, si c'est en retard, ça va coûter plus cher. Tu sais, ça va de soi. Fait, mais on voyait qu'il y avait de la misère. Mais jusqu'à quel point? Non. Je ne m'attendais pas à du simple au double comme ça, là, tu sais. Pas tant. Je m'attendais à quelque chose, c'est sûr. Un projet comme ça finit jamais en time, on budget. C'est toujours un peu plus long, un peu plus cher. À cause de la taille, à cause de la durée, juste la durée. Pensez-y 2 secondes, là, ils ont passé à travers la pandémie. Ça, là, personne ne l'avait vu venir. Là. Ça a coûté cher. En tout cas, c'est l'ampleur de la correction qui m'a surpris. Parce que je pensais que la définition des besoins à l'origine, quand tu vas faire ton appel d'offres, avait été plus rigoureuse. Mettons ça. Arrivons-y justement à cette définition des besoins-là. On va aller au départ. Dans le fond, vous arrivez en 2013. Je comprends que quand vous arrivez en 2013 au CA, on vient vous chercher un peu parce que ce projet-là est assez balbutiement. On en est où à votre arrivée, de ce que vous vous rappelez? Oh mon Dieu. Je pense que je me souviens de discussions, on va-tu avec un logiciel ou pas? Ils n'ont pas encore eu les allègements du Trésor, mais ça en prend, c'est clair. La contrepartie, bien sûr, c'est plus de reddition de compte, mais le périmètre qu'on veut informatiser commence à être clair. Je pense qu'ils ont fait déjà par le passé, là, ils ont investi de l'argent dans le passé pour faire une première évaluation. Je ne me souviens plus du chiffre, là, mais il y en avait une en centaines de millions, 200, 300, je ne me souviens plus. Là. Mais, quand vous parlez de ça, c'était les montants anticipés pour pouvoir procéder. Oui. Okay. Il y avait eu déjà dans le passé une première évaluation, je pense, de ce que ça pouvait coûter. Mais ça faisait déjà un bout de temps. Puis ça, quand tu les recommences 2 ans plus tard, c'est toujours plus gros. Fait que les morceaux étaient en train de se mettre en place. On approchait du moment où on allait vraiment définir le périmètre, se donner un budget, puis une stratégie d'appel au marché, au fond. Je suis arrivé à peu près là. Fait que j'ai vu les cahiers d'appel d'offres, l'entente avec le Trésor. Bien justement, l'entente avec le Trésor, parlez-en nous de ça. Vous dites que vous aviez besoin d'allègement. Là, c'est quoi votre compréhension?
Je n'ai pas participé à ça pantoute, là. Comme membre du conseil, là, moi, c'est une discussion qui a eu lieu ailleurs. J'ai regardé les résultats, puis on me l'a expliqué au conseil, puis je trouvais que ça faisait du sens. Sans ça, je m'en souviendrai plus si j'avais eu une chicane là-dessus. Mais je ne l'avais pas. En fait, moi, j'étais confortable, j'avais la conviction que dans le cadre usuel des contrats d'informatique, jamais il aurait pu faire ce projet-là. Jamais. Pourquoi? Ben, le cadre normatif impose une façon de faire avec inhérent à ça des délais trop longs. Si, entre le moment où tu veux engager ton premier consultant pour t'aider à faire ton appel d'offres, puis le moment où tu signes ton appel d'offres, ton contrat, il y a 5 ans, ça ne marche pas. C'est trop long. La vie a changé entre-temps. La réglementation du Trésor est faite pour des petits morceaux. Puis ça marche, des petits morceaux. Tu sais, le plus bas soumissionnaire, puis beaucoup de contrôle a priori. Mais si tu as un gros projet, puis tu le coupes tout en petits morceaux, comme le demande la réglementation, d'une certaine façon, puis que là, chaque petit morceau a tout un processus qui prend 1 an, parce qu'il faut aller au Trésor, tu finis plus, là. Tu ne passeras pas à travers. Moi, c'est la première question que j'ai posée à Morneau quand il m'en a parlé. Il dit, va-tu avoir un deal sur la réglementation pour avoir quelque chose qui peut fonctionner? Puis il m'a dit oui, les gens essayent d'avoir ça. Là. Sans ça, ça n'aurait pas marché. Le Trésor va dire le contraire, là, bien sûr. Mais moi, je pense que ça n'aurait jamais marché. Vous dites que vous n'avez pas fait partie des discussions. Est-ce que vous vous rappelez d'un CA téléphonique d'un certain 14 février 2014 pour justement discuter de ça? Je ne me rappelle pas. Pas en tout. Il est dans mon agenda. Il est encore là. Je l'ai vérifié. Il est bien là. À 13h30. Mais je ne m'en souviens pas pantoute. Si je ne m'en souviens pas, là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Pour moi. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est pas arrivé, mais que vous ne vous rappelez pas, ça ne vous a pas marqué. Pantoute. Alors, on va effectivement obtenir, vous allez effectivement, la SAAC va obtenir justement cet allègement-là par le décret du 5 mars 2014 qui a déjà été déposé, monsieur le commissaire. Je pense pas que ça vaut la peine que je l'exhibe aux témoins à ce stade-ci. Il ne souvient pas de grand-chose. Non, exactement. Là. Alors, le document est déposé. Alors, pour vous, ça commence par ça, obtenir les allègements. Oui, il faut. Et par la suite, vous dites qu'on a analysé les besoins, qu'est-ce qui était nécessaire. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous vous rappelez au niveau de cette analyse des besoins-là qui aurait été faite? Là? Bien, il faut... La base des problèmes de l'entreprise vient du fait que ces données sont gérées par des outils qui s'en viennent obsolètes. Puis la couche supérieure de ça aussi, de programme. Et l'idée, c'est qu'il faut que tu remplaces tout ça pas trop loin dans le temps. Tu sais, là. Pas demain matin, non, mais tu peux pas attendre 10 ans. Il faut que tu fasses quelque chose. Puis compte tenu des délais, ben, c'était le temps. Qu'ils réfléchissent à comment ils sortent de là pour aller vers de la nouvelle technologie. Mais une fois que tu as dit ça, ben, tu regardes ton entreprise et tu te dis, bon, ben, mon problème, il est où exactement, tu sais? Y a-t-il des bouts qui pressent plus? Lesquels bouts sont le plus impactés? Le bout le plus impacté, c'était l'immatriculation puis tout ce secteur-là. Le côté assurance, là, les prestations qui sont payées aux assurés, là, c'était plus récent. Ça avait été modernisé un petit peu plus tard que le reste. Fait que c'était pas vraiment encore en jeu. Ça pouvait patienter. Et puis, il fallait refaire aussi bien, la gestion des ressources. Tout le back-office, la gestion des ressources humaines, financières, matérielles, tout ça, il fallait refaire ça, là, parce que ça va tout dans les mêmes données. Là, ça.
Fait qu'ils ont défini leur périmètre, puis ils ont laissé en dehors de la première phase, là, ben, des 2 premières phases, l'assurance et le contrôle routier, qui, lui, pouvait subsister tout seul à côté, là, et qui avait été hérité, d'ailleurs, en chemin. Là. Et les gestionnaires, dans cet univers-là, on leur a demandé de décrire leurs besoins sous forme de processus administratifs ou d'affaires. Les gens, normalement, ils décrivent les processus, puis là, tu peux dire à ton fournisseur, regarde, là, moi, ça pas un système qui va être capable de faire ces processus-là. Recevoir le client puis faire un chèque. Là, il y en avait des milliers de ça. Il y en avait des cahiers, là, ça d'eau. Fait qu'a priori, je pense que ça a été fait avec rigueur, là, puis que c'est complet, là, tu sais. En sachant fort bien que dans la vraie vie, il va y avoir des surprises. Il y a des affaires qu'on a oublié de mettre, que c'était pas clair, que c'était aussi compliqué. Puis, mais ça, c'est correct. Il y en a toujours un peu, puis on vit avec, puis ça coûte 10 puis... Mais une fois que tu as ça, ben, au moins, tu es capable de parler au marché, aux fournisseurs, pour leur dire, voici ce que je vois, moi, comme effort que ça va prendre. Vous autres, de votre bord, qu'est-ce que vous en dites? Mais ça s'est fait comme en 2 temps. Le premier temps, c'était le choix du logiciel. Y vas-tu avec un langage de programmation, puis tu écris tout à la mitaine juste pour toi? Même comment faire un chèque, quelque chose qui est très standardisé dans l'industrie. Ou si tu y vas avec réutiliser du code que d'autres ont utilisé avant toi puis qui marche. C'est ça un logiciel, au fond. C'est 2 choses. C'est des morceaux de code qui existent déjà. Imprimer un chèque, une lettre, envoyer un état de compte. C'est toutes des affaires standardisées, c'est dans l'industrie. SAP, là, c'est ça, au fond. C'est des blocs standardisés que tu mets ensemble, puis que tu plugues sur tes données. Dans la mesure où les processus d'affaires qui sont implicites font ton bonheur, t'es correct. T'as pas trop de problèmes. Ça, c'est particulièrement intéressant pour la gestion du back-office. Ça coûte beaucoup moins cher passer comme ça. Puis c'était vrai aussi pour les assurances. L'indemnisation. L'indemnisation. Parce que l'indemnisation en assurance, c'est des processus standardisés mondialement. Tout le monde fait ça de la même façon. Et SAP a ses logiciels. Fait que, normalement, tu essaies d'être le plus vanille possible par rapport à ça. De demander le moins de personnalisation possible pour que ça te coûte le moins cher possible. Être le plus collé sur le système existant. Oui, de SAP. Ce que tu appelles du logiciel. Ça peut être SAP, mais ça peut être Oracle ou... Ouais. Back-office, c'est pas dur. Indemnisation, ça existe. C'est assez standardisé. Il reste le core business de la SAC. Oui, le core business de la SAC. Puis lui, c'est clair, là, c'est un one of a kind. Il va être sur mesure, il va être fait là, sur mesure, à mitaine. Le fais-tu avec un autre langage que SAP, si tu choisis SAP pour les 2 autres bouts, tu sauves l'argent? Ou le fais-tu avec SAP? Probablement que la réponse n'a pas d'importance. J'ai l'impression. Mais c'est sûr que tu t'évites peut-être des problèmes d'intégration si tu le fais avec les outils SAP. Les gens d'informatique ont évalué ça, puis je pense qu'ils sont venus à la conclusion qu'il était mieux de prendre le risque avec les outils SAP, même en sachant que les coûts de personnalisation, au fond, là, seraient énormes. Là. Quand vous dites les gens d'informatique ont analysé ça, vous parlez de qui? Ben, les gens de la SAC, là. Okay. Des gens à l'interne de la SAC qui ont fait cette analyse-là. Des gens de j'imagine, là, ils sont sûrement posé la question, là. Mais est-ce que c'est ce qui vous a rapporté? Parce que je comprends que au moment où vous arrivez, vous êtes entre autres sur le comité TI, où on vous donne l'information, et je comprends qu'on est au stade de prendre cette décision-là qui n'est pas encore prise, je comprends, au moment où vous arrivez. Donc, est-ce que cette information-là, est-ce que vous avez de l'information, l'effet que cette analyse-là, elle est effectivement faite? Moi, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais plus comment c'était dit, mais moi, c'est ce que j'ai compris, qu'on s'était posé la question. De la même façon qu'on s'était posé la question, on fait tout d'une claque ou si on essaie de définir c'est quoi l'outil, puis après, c'est qui l'intégrateur.
parce que ça aussi, c'est un choix qu'il faut que tu fasses. SAP n'est pas tout seul sur la planète. Fait que, qu'est-ce que tu fais? L'autre gros, c'est Oracle. C'est les deux gros, là. Fais-tu ton choix dans ton outil que tu vas utiliser, puis après, tu cherches du monde qui veulent venir faire tes systèmes avec cet outil-là. Ou si tu mets tout ça ensemble, tu dis revenez-moi avec un outil puis une proposition. Pour être capable d'avoir un processus qui donne des résultats un peu clairs, tu as plus de chances que ça marche si tu le fais en 2 temps. C'est mieux de choisir ton produit, au fond, comment tu veux travailler, avec quoi, puis après, regarder le marché, puis dire, regardez, j'ai ça à faire, j'ai ça comme bagage d'outils, qui c'est qui veut venir faire ça? Ça, je pense, ça a plus de chances de te donner des réponses workable, tu peux travailler avec, là, que si tu y vas all out. Tu dis, proposez-moi quelque chose, n'importe quoi. Tu sais, c'est plus pratique, je pense. Je pense qu'ils ont fait les bons choix de couper ça en deux, puis... Et puis, dans les analyses qui ont été faites, je comprends que le choix d'une solution maison qu'on appelle, là, qui n'est pas un logiciel, qui est une solution maison, ça a été écarté assez rapidement. Oui, parce que c'était pas clair qu'il y avait un avantage. Le logiciel était la meilleure, avec l'analyse qui vous est remise, je comprends? Oui. En tout cas, ce qui est clair, là, c'était pas pire avec le logiciel. Fait que, si c'est pas pire avec le logiciel, si c'est autant de troubles, ben, si c'est pas plus de troubles, tu prends ça, parce qu'au moins, tu sais que tu t'évites certains problèmes d'intégration. Moi, mon souvenir, là, c'est ça, c'est que ça se valait. Qu'on fasse ça avec SAP, qu'on fasse ça avec n'importe quel logiciel, là, du COBOL ou whatever ils prennent aujourd'hui, c'était le même problème. C'était probablement, globalement, le même effort. Fait que, moi, c'est ce que je me souviens de ce que j'ai appris à ce moment-là. Là. Et dans l'évaluation des besoins, est-ce que le CA a été, que ce soit au comité TI ou au CA, est-ce que dans le cadre de l'évaluation des besoins, le CA a été impliqué, avait son mot à dire? Ben, on a été informés, là, tu sais, ils nous ont proposé le cadre qu'ils voulaient informatiser. Ils nous ont proposé d'y aller en 2 étapes avec les outils. Après ça, comment ils feraient leur appel d'offres. Ils nous ont expliqué ça. Donc, tout le processus d'évaluation, des processus d'affaires, des besoins. Fait que ça, on a tout vu ça passer. On a tout dit oui à ça, là. Ça faisait du sens ce qui vous était rapporté. Hein? Ce qu'on vous soumet comme information, ça fait du sens. Oui, ça semble être la bonne solution. C'est ça, là. Puis l'argumentaire tenait la route. Puis, fait qu'on a dit oui. Qui tenait cet argumentaire-là? Généralement, c'était les TI. Qui? Les TI? Ben, M. Malenfant. C'était M. Malenfant qui était le porte-parole des travaux qui avaient été effectués par son équipe? Oui, c'est ça. Il nous présentait, au fond, soit lui ou soit la PDG. Parce que des fois, c'est plus que de l'informatique, c'est de la business. Fait, dépendant du thème de la journée, là, ça va être la PDG ou son bras informatique. Comme par exemple sur l'opportunité de qu'est-ce que je vise. C'est surtout la PDG qui connaît bien son environnement. Puis, par contre, sur le choix des moyens, après, c'est plus les gens d'informatique qui nous ont parlé. Là, parce que c'est plus dans leur sphère de spécialité. Mais... Et au moment où on vous dit que c'est la solution qui est retenue, est-ce qu'on vous fait part des coûts anticipés? Sûrement. Est-ce que vous en rappelez? Oui, ben, il y avait tout un budget qui venait avec ça. Là, On se situe à quel moment à peu près? Ah, mon Dieu. Avant d'aller en appel d'offres, il y avait des chiffres sur la table. Puis vous rappelez-vous, c'était quoi ces chiffres-là? Il me semble que c'était dans le haut des 300 millions.
Ben, je me souviens pas plus que ça. Surtout que ces chiffres-là, ils ont bougé, puis ça dépend qu'est-ce que tu comptes, puis en tout cas. Il y a plusieurs façons de les faire. Donc, vous avez un souvenir d'environ 300 millions. Ah, plus proche de 400 que de 300. Là. Puis, il me semble que ça a passé à 650 à un moment donné, là, comme de la grandeur. Là. Tu sais, on a à peu près doublé. Là. Puis, est-ce que vous avez connaissance qu'à l'analyse des besoins, la SAC fait affaire avec une firme externe pour l'aider à faire cette analyse-là? Il me semble que oui, mais sûrement parce qu'il n'était pas équipé pour faire ça. C'était très gros comme projet pour eux autres. C'était pas une organisation qui avait la maturité informatique, a priori en tout cas, pour s'attaquer à quelque chose de cette ampleur-là. Il était pas tout à fait rendu là encore en termes de développement organisationnel en informatique, de know-how technologique. Fait que c'est sûr, moi je suis certain là, qui ont fait affaire avec des externes là, pour définir mieux leurs besoins, préparer l'appel d'offres. Il n'était pas équipé pour faire ça tout seul. Les gens ne réalisent pas, je pense, l'ampleur de la patente. C'est probable. Moi, je ne sais pas, là, ça fait un bout de temps que je suis retiré de l'industrie, mais d'après moi, là, des projets de cette ampleur-là au Québec, là, à cette époque-là, j'en connais pas. Il y en a peut-être eu un ou deux. Mais pas Hydro. Pas à ma connaissance. Fait que, il suffit de regarder la taille de l'appel d'offres en dollars. Là. À ma connaissance, c'est le plus gros contrat qui s'était donné au Québec, ça. Mais peut-être que je me trompe. Si je me trompe, c'est un des 5 plus gros, tu sais. Mais c'est pour vous montrer que c'était gros par rapport à ce qu'on voit souvent ou habituellement. Et l'organisation avait besoin de support pour compenser ses lacunes. Puis est-ce que ce support-là, vous savez, c'est qui? Regarde, on l'a su, là, parce que tous les contrats, on les voyait. Fait que c'était des consultants de Québec, là, puis de Montréal, là, puis je sais pas quelle firme les a eus. Là. Je me souviens plus. Puis, quand vous dites que c'était un gros projet, vous, quand vous arrivez au CA, M. Malenfant est déjà le VPTI. Il est déjà en poste à ce moment-là? Oui, depuis quelques mois, je pense. OK. Il a été discuté que M. Malenfant avait eu justement à implanter un gros projet chez Hydro-Québec. C'est à votre connaissance, ça? Ben ça, ils me l'ont dit, là, les collègues du CA m'ont dit ça, là, qui venaient d'Hydro, qui avaient fait du SAP, puis qui avaient de l'expérience. Là. Est-ce qu'il a été discuté justement au sein du CA ou avec M. Malenfant lui-même de son expérience avec le SAP à Hydro-Québec? Est-ce que c'est discuté? En tout cas, je ne penserais pas. Là. Moi, je n'ai pas participé de discussion sur M. Malenfant lui-même. Là, c'est plus, puis c'est moins, puis tout ça. Jamais. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui avait de l'expérience, ça paraissait. Il savait de quoi il parlait, c'était bon. Hein? Puis, c'était quelqu'un aussi qui était rigoureux, intelligent, qui était structuré. Ça prend ça. Puis, finalement, il avait la bonne personnalité. C'est-à-dire? Un projet comme ça, là, il y a deux affaires. Il y a la science que tu mets à ton service pour le gérer, puis tout ça, là, le faire, les meilleures pratiques, tout ça, d'un côté. Mais c'est un projet qui se fait sur des années. Ce qui est difficile, c'est de maintenir un rythme de travail dans ces équipes-là pendant si longtemps, puis toujours les tirer en avant, puis les empêcher de débarquer, puis de s'en aller, puis d'aller travailler ailleurs, ou de se décourager parce que c'est plus compliqué qu'ils pensaient. Parce qu'à l'enfant, la beauté de son tempérament, c'est qu'il tirait. C'était le cheval de la barre, il était installé en avant, puis il tirait. Quand ça allait mal, quand c'était difficile, il lâchait pas.
ils tiraient. Et ça vaut une fortune. Quand vous avez un gros projet comme ça. Puis ça, moi, c'est un des traits que j'aimais chez lui. Il ne se laissait pas démonter, il restait optimiste, il essayait de gérer le positif, puis d'encourager son monde pour qu'il continue à tirer, parce que c'était important. Quand votre propre monde ne croit plus à ce que vous faites, puis pense que vous ne réussirez pas, vous êtes mal parti. Il faut que vous gardiez toujours ces gens-là convaincus qu'ils vont réussir, qu'ils vont se rendre en haut de la montagne. Tu sais, c'est comme escalader une montagne, cette affaire-là. Là. C'est long, c'est pénible, puis en tout cas. Fait que moi, j'avais pas de réserve sur M. Malenfant. Je savais qu'il était allé à Hydro. Je pense que Hydro, qu'il avait fait affaire avec SAP chez Hydro, mais ça, pour moi, c'était pas des défauts. Et puis, est-ce qu'il a été discuté au sein du CA, justement, du succès ou non de cette implantation-là chez Hydro-Québec? Est-ce que vous avez souvenir que ça a été discuté? Non. Ben, surtout qu'ils l'ont engagé avant moi. S'il en a parlé, c'était à ce moment-là. Okay, mais vous n'avez pas de souvenir de ça? Non, pas tout. Je suis même certain que j'ai jamais parlé de ça au CA. Est-ce que, si je reviens au choix de prendre un logiciel plutôt qu'une solution maison, vous, avec vos connaissances à ce moment-là, est-ce que vous jugiez cette option-là risquée ou non? Non, je trouvais qu'elle baissait les risques. Ça baissait les risques? Tant qu'à moi. Ben, c'est facile. Si tu utilises un logiciel sur, on va le dire autrement, si tu fais tout à Habitaine, à l'ancienne mode, sur mesure, avec un langage de programmation standard, ben, tu as un niveau de risque donné. Si tu réussis à enlever des morceaux puis utiliser du déjà fait, déjà testé, utilisé par tout le monde puis standardisé, ben, tu réduis tes risques. Avec déjà, en partant, les assurances puis le back-office, juste ça, ça justifiait ton impôt logiciel. Et le milieu, lui? Je vous l'ai dit tantôt, pour moi, le milieu, là, le milieu, c'est quoi? Parlons-en, là, c'est le milieu. L'immatriculation. C'est l'immatriculation. Tout ce secteur d'activité. Tout ce secteur-là. Moi, je ne crois pas à ça qu'avec ou sans logiciel, je ne crois pas que sans logiciel, tu aurais pu mieux t'en tirer. Ça, je ne crois pas ça. Mais c'est mon opinion. Mieux t'en tirer d'un point de vue technologique? D'un point de vue coût, échéance. Ça n'aurait pas coûté moins cher, ça, je suis sûr. C'est autant de trouble. Mais c'était du trouble. Mais c'est du trouble. Je comprends, c'est que c'est du trouble. Ce milieu-là, c'est ce qui est le plus problématique dans ce projet-là. L'activité du secteur de l'immatriculation, là, c'est le secteur le plus complexe de la société. Donc, c'est lui qui... On le savait tous là, que c'était ça le problème. Puis ce projet-là, là, on savait tous qu'il était très risqué. Avant l'appel d'offres, on le savait. Il y avait tous les défauts. Voulez-vous que je les donne? Oui, certainement. Je suis pendu à vos lèvres. Vas-y. Hein? Premier défaut, maturité technologique de l'organisation ne sont pas là. Deuxième défaut, ils n'ont pas la quantité de gestionnaires pour gérer leur projet. Troisième défaut, le saut technologique est tellement grand qu'il y a un gros risque technologique pour eux. Ils vont marier plusieurs technologies. Déjà là, il y avait un risque technologique. Dernier, le pire, puis celui-là qui était plus qu'un risque, parce que c'était une certitude, manque de ressources. Il y avait un manque flagrant de ressources spécialisées en Amérique du Nord. Dans SAP, puis dans Oracle. Puis... Souvenez-vous, là, depuis ce temps-là, on se plaint qu'on manque de main-d'œuvre dans toutes sortes d'affaires. Là. Ben, il y en avait là aussi des manques de main-d'œuvre. Jamais, à ma connaissance, là, dans la phase 2, on a réussi à avoir sur le plancher autant de monde qu'on voulait en avoir. Je pense qu'ils n'ont jamais réussi à faire l'embauche qu'ils auraient aimé faire. Parce qu'il manquait de monde dans l'environnement. Au Québec, là, il n'y en avait pas. Puis une grande partie des gens qui travaillaient là-dessus, ils étaient en Inde. Ça, là, c'était été leur plus gros problème. Tout le long de la phase 2, là,
la partie ressources humaines a été au rouge, ou au jaune, ou au rouge. Ils ont fait toutes sortes d'affaires. Puis pas juste nous autres, là, IBM avait le même problème. On avait tous le même problème. Ils ont fait le tour des universités, des cégeps, puis il y avait un programme là, juste pour essayer de trouver du monde. Puis de les retenir. Parce qu'on en parlera tantôt, mais un de leurs gros problèmes, c'était qu'ils ont perdu aussi des bonnes ressources du côté, pas juste un peu en informatique, mais du côté, du côté de l'immatriculation, de la vice-présidence d'immatriculation. Ces projets-là, pour que ça marche, ça prend des champions. Il faut que quelqu'un le prenne en charge. Il faut que le patron d'immatriculation le prenne en charge, qu'il le maîtrise, puis qu'il dit à son monde, on fait ça parce qu'on en a besoin, puis c'est bon pour nous autres, pour le business. On ne fera pas, c'est pas pour faire plaisir aux gens d'informatique qu'on va tout changer nos processus, c'est parce que c'est une bonne affaire de notre clientèle. Fait que ce leadership-là, ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu parce que la personne est partie à la retraite, est revenue, est repartie, il y en a eu un nouveau. Le VP Finance l'a remplacé un bout de temps, puis à la fin, on en a nommé un nouveau. Fait que le problème que vous avez eu, là, en plus de tous ceux dont on vient de parler, c'est qu'il y a eu un manque de continuité dans le leadership du côté des affaires à l'immatriculation. Ça veut dire que intégrer ça dans leur business, là, les nouveaux outils, puis tout ça, là, puis voir où étaient les problèmes, pas tout, ils les ont pas vus. C'est pas pour rien qu'ils ont atterri tout croche. Moi, ça m'a découragé complètement. Parce qu'au fond, là, regardez-le après, là. Les gens vont dire, j'ai pas de cœur, mais qu'est-ce qu'on reproche à ce projet-là, fondamentalement? Kim, vous avez visé tout croche, ça a coûté 2 ou 3 fois ce que vous pensiez. Ça, c'est le premier reproche qu'on fait à ce projet-là. Le deuxième reproche, vous êtes arrivé comme un chien, comme un éléphant dans un jeu de quilles. Vous avez tout débâti les services à la clientèle pendant une couple de mois. Là. Vous êtes arrivé tout croche. Mais moi, quand je regarde ça, là, les problèmes viennent tous de la même place. Ils viennent d'où? La business. Le choix, des choix stratégiques d'affaires. Regardez ce qui est arrivé, faites le fil des événements, vous allez voir que quand la ministre responsable s'est mise à faire des changements sur la durée de l'immatriculation, la durée des permis, tout ça, la boule s'est résorbée, puis ça a enlevé beaucoup de pression sur la société. Ça, là, ça aurait pu tout être fait avant. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est parce que les gens ne l'ont pas vu qu'il y avait un tsunami qui s'en viendrait. Tu sais, vous avez un système de personnes puis d'outils informatiques faits pour, mettons, faire affaire avec 1000 transactions par jour. Au comptoir, je prends un chiffre au hasard. Vous êtes fermé, je ne me souviens plus combien de jours vous êtes fermé, 10, 15 jours, ouvert, je ne sais plus. Mais mettez 10 jours. Ça veut dire que, en théorie, la première journée que vous allez ouvrir, vous pouvez avoir jusqu'à 10 fois plus de monde à la porte. Vous n'êtes pas capable de gérer 10 fois plus de monde à la porte, ni physiquement, ni électroniquement. Parce que même les systèmes électroniques sont calibrés pour des volumes. Tu ne prends pas un bazooka si tu as juste une mouche de temps en temps, ben, c'est pareil. Tu calibres ça pour certains volumes d'activité, mais pas pour 10 fois plus. Des fois, tu marches à 2, 3, 4 fois le volume journalier pour être sûr que tu vas être capable de le prendre s'il y a une petite pointe, mais pas 10 fois plus, pas 15 fois plus. Ça, moi, ça me dépasse. Je ne comprends pas ça que la stratégie d'atterrissage ou de mise en marche n'avait pas des éléments pour lisser ce qui s'en a inévitablement après. Avez-vous fait partie, vous, de cette stratégie-là ou avez-vous des discussions? Non, moi, je partais avant. Vous êtes parti en décembre 2022, donc quelques semaines, mois avant. Oui. Puis je leur ai dit que ça leur en prenait une. Y avait-tu des indicateurs que ça s'en allait dans le mur? Est-ce qu'il y avait des indicateurs que ça s'en allait dans le mur? Là, vous êtes parti en 2022, là, puis vous dites que vous êtes membre du comité TI. Ben oui, il y en avait. C'était quoi? Ben, tu fermais 15 jours. C'était clair que si tu fermais 15 jours, tu allais avoir 10 fois plus de monde le premier matin que tu remets la clé à on. Fait que
Tu n'auras pas besoin d'être un devin pour voir qu'il y aurait comme une bulle à gérer, là. Est-ce que c'est discuté, ça? Oui. Moi, je l'ai discuté avant de partir au conseil. Au conseil. Oui. Est-ce que ça redescend dans la machine, ça? Est-ce que ça a redescendu dans la machine, ça, vos préoccupations? Le management était là. Puis, moi, je leur ai dit. C'est fondamental, là, ce que vous avez à nous dire, là. Alors, je vous demanderai... Je veux choisir mes mots, là, parce que... Non, mais... Je veux que ce soit... Absolument. Tu sais, parce que j'ai le tempérament un peu. Il faut que... Okay. C'était clair que ça prenait une stratégie de remise en marche. Tu peux pas juste dire « je remets la switch on ». Tu sais qu'il va y avoir des ratés au plan informatique, des bugs, tout ça. Et puis, tu sais aussi que tu vas avoir de la demande anormalement forte parce que tu as fermé dans une période active. Pas pendant les fêtes, qui était le premier plan, là, en tout cas. Au départ, c'était supposé... pendant les fêtes. Pendant le temps des fêtes. Ça faisait déjà moins de jours ouvrables là, que tu perdais. Bon. Au conseil, on en a parlé que ça... À peu près quand, ça? Le dernier conseil auquel j'ai participé en 2022. On en a parlé. Et on suit encore, là. C'était clair. Moi, je me souviens d'avoir dit au président, vous avez besoin de lisser la demande qui va rentrer. Puis tout le monde était là. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils trouvent des moyens. J'ai même suggéré de ne pas mettre en œuvre tous les morceaux en même temps. Peut-être que ce n'était pas la bonne façon, mais je ne l'avais pas la solution. Mais je savais qu'il y avait un problème, qu'il fallait s'en occuper. Puis que c'était un problème d'affaires, c'était pas un problème informatique. C'est qui, ultimement, qui décide du moment? Du moment... Mais en fait, du moment où on le fait à ce moment-là, où on le fait pas, on déploie à ce moment-là, où on le fait ou à un autre moment. C'est qui, ultimement? C'est le conseil? Oui. Sur les recommandations du management. Il vient, puis il fait un go-no-go, tu sais, puis il vient chercher la permission d'y aller, puis avec une date, puis un plan. Pour cette question-là spécifique, c'était qui du management qui faisait la recommandation d'y aller ou de ne pas y aller? De ce que vous vous rappelez? C'est évidemment le PDG. C'est lui le responsable. C'est lui qui a les gens d'affaires, les gens d'informatique, qui essaie de voir s'il y a tous ces morceaux, puis s'il peut partir. C'est à lui de donner la recommandation finale. Et qui est le PDG en 2022? Mon Dieu. Ah, il vient d'être nommé. Il vient d'être nommé. Ah, je me souviens plus de son nom. Il était à la tutelle avant. Soit M. Ducharme ou M. Marcelet. Si je vous suggère, c'est qui? Marcelet. M. Marcelet? M. Marcelet. Mais regardez, je ne veux pas y envoyer de boîte, là, pour lui. Il connaît ça pas ça. Nous, on est à la recherche de la vérité. C'est savoir ce qui s'est passé. Donc, si vous avez été témoin de choses, c'est pour ça que vous êtes assermenté aujourd'hui pour venir le livrer. Donc, allez-y. Oui, bien, cette discussion-là, on l'avait eu un an auparavant, puis on avait dit no go. Vous n'êtes pas prêts. C'était clair qu'elle allait revenir là, dans les mois suivants pour avoir un autre go ou no go. À quelle fréquence ça revenait, ça, ça cette revient discussion-là? comme une fois par année, là, pas plus. Là, tu sais, là, tu joues pas... ça te tente cette semaine ou pas. Là, non. Fait que... Mais c'était clair qu'avec... dans les 2-3 mois suivants, là, il y avait une décision à prendre si on y va ou si on n'y va pas. C'était clair qu'il ne serait pas rendu tout à fait en termes de développement où il espérait être, parce qu'ils ne l'ont jamais été. Ils n'ont jamais réussi à réaliser le plan qu'ils se donnaient. Des fois, ils n'étaient pas loin, mais c'était tellement difficile qu'ils ne réussissaient pas. Fait que c'était clair qu'il arriverait la dernière journée, pas tout à fait prêt. Mais ça, c'est pas grave. Des fois, c'est mieux de te lancer dans la piscine puis de finir à apprendre à nager dedans que de faire de la théorie tout seul dans ton bureau. Fait que ça, c'était pas trop grave. Des bugs, c'est pas la fin du monde. Mais ça prend une stratégie avec ça, là. Une stratégie de mise en place, de gestion du changement, pour que tes employés soient prêts, là, eux autres aussi, là, les nouvelles affaires. Comment tu gères ça? Comment tu vas gérer les files d'attente? Normalement, là, ça aurait dû venir avec.
Puis quand vous avez ces discussions-là, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'au CA, vous nous dites ce que vous êtes en train de nous dire. Bien, je leur ai dit que ça leur prenait quelque chose là, pour lisser ça. La demande, ça n'aurait pas de bon sens. J'ai même donné l'exemple des vaccins. Pour la COVID, là. Oui. Tu sais, ils sont marchés par tranche d'âge pour essayer d'étaler ça dans le temps. Fait que je leur ai dit, il faut que vous trouviez quelque chose dans le même genre pour étaler. Puis à ce moment-là, là, vous dites que c'est M. Marcellet, évidemment, vous dites vous ne voulez pas lui tirer de pierre, mais c'est M. Marcellet qui est imputable PDG. puisqu'il est le PDG. Il assiste à ces discussions-là? Oui, tout le conseil, y compris M. Marcellet, on est tous là. Est-ce qu'il semble comprendre, lui, un peu cette ampleur-là? Sûrement. Puis le gars d'informatique est là. À l'enfant. À l'enfant. Monsieur Malenfant. Mais au fond, c'est pas tellement lui qui est interpellé. Hein. C'est qui? C'est le vice-président de l'immatriculation. C'est lui, c'est sa business. C'est ses comptoirs. C'est à lui à dire hey, je vais avoir 10 jours là, qui arrivent d'un coup sec. Là. Comment je fais? Mais lui, pauvre lui, il vient d'être nommé. C'est qui? Je me souviens plus de son nom, je ne l'ai pas connu assez longtemps. Mais c'était quelqu'un de nouveau. Puis M. Marcellet aussi. Tu sais, là, pendant la course, on a changé de jockey. Là. Fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus la profondeur que ça aurait pris, ou l'historique. Fait que moi, je pense que ça, c'était la première grosse erreur. Puis, est en bonne partie dû au fait qu'on a perdu du talent, puis on l'a remplacé, puis on a manqué de constance dans la direction, surtout à la fin. Fait que c'est difficile de condamner des gens comme ça là, qui n'ont pas eu le temps de... En tout cas, c'est votre travail. Hein? Je vous laisse ça. Mais pour moi, là, ça, c'était la pire affaire. L'autre pire affaire, c'est que je ne comprends pas qu'on ait si mal évalué le besoin à la SAC. Que le fournisseur ait mal interprété ce qu'on lui a dit, puis qu'il a pensé que ça prenait moins d'ouvrage, ça ne me dérange pas. Parce que lui-même, des fois, fait par exprès pour comment je pourrais dire, sous-évaluer, en se disant que plus tard, en cours de contrat, il va être capable de récupérer. Fait que leur partie, eux autres, bon, c'est le côté laid des affaires. Mais que nous, comme organisation, on n'a pas réussi à rendre compte de notre complexité correctement, ça, c'est un peu fâchant. Compte tenu des efforts qui ont été faits. Parce que c'est ce que vous nous avez dit, c'est que vous avez été témoin des efforts qui avaient été faits. Oui, il t'en avait, là, qui donnait, là. Fait que ça avait l'air super bien documenté. D'ailleurs, il y a d'autres secteurs qui l'étaient mieux, sans doute, parce que tout le back-office, là, la gestion des ressources, là, sont arrivés à peu près on time, à peu près on budget. Ça veut dire que la définition des besoins était faite pas pire. Pour la livraison 1, ça. Oui. Puis qu'il n'y a pas eu trop de demandes de personnalisation improvisée. Tu sais, qu'ils s'en sont tenus pas mal au plan. Fait que c'était encourageant pour le deuxième, là, ça, que votre premier a bien été. Fait que ça a été... Moi, ça a été ma principale déception. C'est sûr que ça coûte plus cher, que ça coûte... j'ai lu un matin, là, 600, je ne sais pas combien, versus 1,1 milliard, quelque chose comme. J'ai un peu de misère à croire ces chiffres-là. Je ne sais pas trop ce que c'est, au fond. Parce que ça dépend si tu parles des contrats, si tu parles de l'investissement, puis souvent les gens mélangent tout ça. On ne sait plus s'ils comparent des pommes avec des pommes. Mais moi, je me pose pour me faire une opinion de ça, oui, je pars du principe, oui, on s'est fourré 2 fois. On n'a pas été à la hauteur, là, 2 fois. Là, vous dites à l'évaluation des besoins Oui. et lors du déploiement. Oui. Par contre, voici la question que moi, je trouve la plus importante. Si on savait que ça coûte 1,1 milliard ou 1,2, je ne me souviens plus du chiffre, là, ce que dit le vérificateur interne,
externe, on le ferait-tu pareil? Et moi, je pense que la réponse, c'est oui. Parce que si tu regardes 1,1 milliard, puis ce que ça va permettre, ce que ça va coûter dans les fêtes à ceux qui payent pour ça, qui sont les gens qui utilisent les routes, hein, parce que le coût d'administration de tout ça, là, ce milliard-là, là, il y en a une partie qui va aller, j'imagine, une petite partie contre la réserve actuarielle, parce qu'elle permet de réduire certains coûts d'assurance, mais le gros va être sur les coûts de fonctionnement, j'imagine, de la société, qui va se refléter, l'amortissement de ça va se faire sur 20 ans, ça va se refléter dans les tarifs à chaque année qui chargent sur votre permis de conduire, puis vos plaques, là. Je ne me souviens plus sur lequel des deux, là, mais sur un des deux, il vous charge 5-6 piastres à chaque année là, de frais d'administration. Ça paye pour tous les frais d'administration de la société. Ça, là, ça va augmenter de combien, je ne sais pas, 1 piastre. Donc, ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que... Je veux dire, là, oui, c'est fâchant, se tromper tant que ça. Oui, c'est fâchant, rater son atterrissage comme ça. Mais tabarouette, à la fin, quand toute la poussière va être retombée, quand on va arrêter de faire, là, quand la poussière va être retombée, on va avoir un système qui marche, ce qu'on a actuellement, qui va être capable de te faire 20 ans, puis ces frais d'administration ne seront pas bien chers. Fait que le Québécois, là, un dans l'autre, il ne sera pas tant pénalisé que ça. Parce que si ça a coûté le double, là, mettez des meilleurs managers, mettez une meilleure évaluation des besoins, corrigez tous les petits problèmes, là, vous allez finir pas mal à la même place financièrement. Parce que c'est ça que ça coûte. Ce que je veux dire, là, si ça a pris tous ces efforts-là, faire le système, là, faites toutes les hypothèses que vous voudrez autour, là, sur les si, puis les peut-être, puis on aurait donc dû. En quelque part, ça va avoir, le système, il va coûter à peu près ce qu'il a coûté, enlever 10 pour de la meilleure gestion de projet, si vous voulez. Si vous pensez que M. Malenfant n'était pas la personne qui ça aurait pris, vous allez sauver peut-être 10 en gestion de projet. Mais vous ne réussirez pas à enlever ce que ça a coûté pour être capable de travailler avec autant de main-d'œuvre qu'on voulait. Ça coûte cher, ça. Quand tu n'as pas le monde que tu as prévu, là, ça veut dire que ça va te prendre plus de temps. Répartissez sur plus longtemps le même effort, là, en salaire, là, mais plus long. Ça coûte plus cher parce qu'il faut dire en dessous de ça toute une infrastructure de développement. Ça, c'est un coût fixe en dessous qui est là, puis qui traîne. Fait juste le fait de ne pas être capable de recruter autant qu'ils veulent, ça leur coûte plus cher. En partant. Mais moi, je vais faire l'avocat du diable ici. Là. Ben oui, ça l'en prend. Je veux bien, puis je peux vous comprendre qu'au bout de la ligne, le citoyen québécois va avoir payé cher et tout ça. Mais moi, je regarde d'un côté plus prospectif de l'affaire également, c'est-à-dire, vous dites vous-même, là, ils sont rentrés dans le mur, il y a une mauvaise évaluation, il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas à la hauteur de situation. La société en tant que telle, ce que vous nous dites, c'est qu'elle n'avait pas les ressources, elle n'avait pas l'expertise, etc. Moi, là, je recommande quoi, là, au bout de la ligne? Là? Je veux dire, regarde, vous avez eu, puis vous l'avez dit tantôt, le plus gros projet informatique là, que la province a eu, là. OK, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Vous le savez, là, il y en a d'autres qui s'en viennent, là, etc. Là. Alors, moi, je vais écrire dans mon rapport après ça, ben parfait, au bout de la ligne, là, vont repartir ça sur 20 ans, là, puis que finalement, vous ne trouvez pas si cher que ça, puis le Québécois, ben, il ne s'en souviendra plus. Je vous le dis, puis j'argumente pas avec vous, là, parce que je suis en début d'enquête, en tant que tel. Mais je parle en solution. Là. Je parle en solution, là, en tant que tel. Là, on s'entend, là, on est encore en pénurie de main-d'œuvre, on a encore beaucoup de problèmes. Là. Si la société n'avait pas été pressée par le temps, par l'obsolescence de ces systèmes, la meilleure stratégie pour elle, ça aurait été d'attendre, puis bâtir son expertise, avancer plus doucement dans la technologie. C'est l'obsolescence, au fond, de ces systèmes qui mettait comme
un délai. Là, tu sais, Là, j'y enlève des barrières. Là. J'y enlève des barrières qui est le Conseil du Trésor, je fais des assouplissements, etc. Ouais. J'ai pas un résultat qui est mieux. Là. Je sais pas si vous me suivez. Ça aurait peut-être été pire. Je sais pas ça. Là. Moi, je pense que oui, mais comme on ne veut pas refaire le passé, plutôt. Ouais. Moi, je pense que ça va être important que le gouvernement. Il y a deux choses. Il faut qu'il se pose des questions sur la manière dont on prépare puis recourt au marché pour ces projets-là. De toute évidence, on a un problème, puis c'est pas juste nous autres. Là. Je regarde là, dans l'économie nord-américaine, puis même en Europe, là, tous les grands projets ont des problèmes. Celui qui réussit, là, qui est un gros projet, là, qui joue dans les 500 millions, 1 milliard, là, tous ceux qui sont là-dedans, là, si juste aller à Montréal, pour aller loin, ils ne rentrent pas. Personne n'arrive dans le temps, personne n'arrive dans le budget. On a collectivement un gros problème, une grosse difficulté à bien saisir les grands projets. C'est clair partout. Puis d'avoir une espèce d'appel au marché qui dit voici mon projet, puis on fait un contrat, puis that's it. Une fois, tu sais, pouf. Peut-être que ça ne fait pas de sens dans ces grands projets-là. Peut-être qu'il faut accepter qu'il va y avoir une part d'inconnu, mais qu'il va y avoir deux phases contractuelles. Que peut-être que le début du contrat, faut peut-être prévoir qu'il y a comme un checkpoint en quelque part, où là, tu valides vraiment tout l'effort, puis que là, je ne sais pas. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir, là, mais c'est clair qu'il faut réfléchir à comment on le gère, parce que d'un côté, vous ne pouvez pas attendre de tout avoir dans des grilles là, dans le fin détail pour qu'il n'y ait pas de surprise chez le fournisseur, tu sais, qu'ils comprennent vraiment. Si vous faites ça, vous ne partirez jamais. Fait que vous êtes obligé d'accepter une part d'inconnu qui va se définir en chemin. D'ailleurs, les techniques de développement en informatique sont de plus en plus faites comme ça. Ils font des mock-ups, ils font semblant, ils te mettent ça dans l'écran, puis ils disent à l'employé d'essayer. Puis c'est l'employé qui leur dit qu'est-ce qu'il faut faire, puis là, ils partent avec ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme si on allait chercher une mine, on cherchait du minerai. Tu sais, les miniers, ils creusent un peu, ils regardent. Ah, c'est pas pire, on va mettre encore un peu d'argent, creuser plus. Ah, c'est pas pire. Puis à la fin, quand ils pensent qu'ils sont pas mal sûrs de leur coup, ils font la mine. Je ne sais pas comment, là. J'ai pas de solution, mais c'est clair qu'une transaction, bonjour la visite, ça ne peut pas marcher. C'est des gros projets, ça prend un cadre de gestion qui est différent. Il faut penser différemment. J'ai pas la solution. L'autre chose, par contre, c'est que le gouvernement, lui, il autorise ces projets-là. Présumons qu'il a réglé la première question, puis qu'il s'est donné un cadre qui a le plus de chances de marcher, en tout cas. Il devrait évaluer aussi, il me semble, la capacité de l'organisation à le gérer. Et je vais poser la question, est-ce que... Je suis rendu là. Oui, mais dans ce cas de main, puis on discute, là, mais est-ce que pour un projet d'envergure comme ça, une société comme la SAC aurait peut-être pas dû être le maître d'œuvre? Aurait peut-être été plus macro à l'échelle gouvernementale, je ne sais pas, moi. C'est toujours embêtant de distancer, de mettre de la distance entre les gens d'affaires et les gens de technologie. Parce que souvent, quand on fait ça, les gens de technologie ils prennent indûment le lead des affaires. Et puis c'est là que ça va mal. C'est ça qui est arrivé? Est-ce que M. Malenfant a pris le lead? Bien, lui, il a fait son bout. Puis là, il dit, moi, j'ai fini, là, je vais atterrir, là, je suis tanné, là, je suis prêt. Fait que, tu sais, il crée de la pression sur les gens d'affaires si eux ne sont pas prêts. C'est normal. C'est pour ça que ça prend un PDG qui dit, oh, tu sais, tu balances les affaires. Comme vous dites, il y a des gens importants qui étaient là pendant le projet, finalement, ont été remplacés. On arrive avec des gens qui avaient... Bien, c'est parce qu'ils sont partis en retraite. Après ça, on a eu un intérim. Après ça, un nouveau. Fait que
tu peux pas résister à la pression des gens d'informatique qui, eux, sont prêts et avancent. Si tu comprends pas bien ta business, si t'es pas... Tu sais, en tout cas... Parfait. Mais Tremblay, Oui. je vous laisse mon ancien rôle de procureur qui revient en surface. Là. Je m'excuse. Bien, écoutez, ce que je vous propose, il est 12h20. Je vous propose peut-être qu'on prenne la pause Oui. du midi à ce moment-ci. Oui, absolument, on va faire ça. Je vais... M. Geoffrion, tu as vu quelque chose hier, donc moi, je vais vous ordonner, donc c'est un ordre de ma part, de ne pas discuter, compte tenu que vous êtes toujours en interrogatoire et qu'il y aura un contre-interrogatoire pour justement vous protéger l'intégrité de votre témoignage, de ne pas discuter quoi que ce soit de votre témoignage tant et aussi longtemps que je ne vous aurai pas libéré. Donc ça inclut journaliste, ça inclut n'importe qui, avocat. Et mon ami Guy Morneau, c'est ça? Et votre ami Guy Morneau. Ça va? J'ai compris. Vous avez très bien compris. Alors, c'est mon ordonnance. Puis je reviens à quelle heure? Là? 2 heures. 2 heures? Parfait. Oui. Je ne commenterai pas loin. Ça va. Alors, merci. Veuillez vous lever. Qu'est-ce qu'on a